Donc tu as quand même une bonne expérience en tant qu'employé. Comment est-ce que tu t'es décidé à te dire j'arrête tout, je lance ma startup? Comment est-ce que tu as osé faire le pas? Ben, en fait, c'est tout simplement en faisant un peu d'introspection. J'étais au départ très fort attiré par les grosses boîtes, les salaires confortables, une Audi minimum, comme voiture de société, etc. Il y avait toujours ce côté très quelque part facile parce que voilà, on donne un peu ses exigences et c'est comme si on recevait tout en cadeau là. Mais par contre, au day-to-day, je m'ennuyais comme un rat mort. Je détestais cette hiérarchie hyper statique avec je ne sais pas combien de chefs au-dessus de moi, rien qu'en Belgique. Et puis après, il y avait, comme c'était des groupes internationaux, il devait y avoir encore, je ne sais pas avoir combien de directeurs au-dessus. Donc bouger quelque chose là-dedans, très compliqué. Je crois que j'étais typiquement un de ces employés cadres qui font du brown-out, pas du burn-out, mais vraiment, voilà. Je ne voyais pas la signification. Est-ce que c'était un bullshit job? Ouais, à peu près. Ouais. En tout cas, certains, oui. Ok, on est parti. Tout d'abord, Christophe, merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de problème, merci à toi. On est dans cet épisode pour parler de Nestor. Tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer ce que fait ta startup? Alors Nestor veut concurrencer le monde du stockage pour particuliers et pour les petites entreprises. En fait, aujourd'hui, le client n'a pas trop le choix que d'aller à l'extérieur de la ville, déposer ses affaires dans une unité fixe dans laquelle il aura un espace plus ou moins grand en fonction de ses besoins. Mais souvent, d'abord, il doit aller donc lui-même déposer ses affaires dans cet entrepôt à l'extérieur de la ville. Il n'a pas trop le choix du volume qu'il propose, etc. Enfin, du volume de la pièce. Et donc ici, nous, l'idée, c'est qu'on propose un service complet où on vient chercher les affaires chez les clients gratuitement. Ensuite, on les entrepose dans notre entrepôt à nous. Et puis, le client va payer uniquement le volume qu'il entrepose. Et non pas l'unité, le volume de l'unité, mais vraiment le volume de ses affaires. Donc ça simplifie complètement la problématique du stockage, quoi. Tout à fait, parce qu'il y retrouvera aussi évidemment tout ça en version digitale, tout son inventaire, parce que c'est aussi un des problèmes, c'est qu'on met toute une série de choses dans ces unités, mais après quelques temps, on ne se souvient plus trop de ce qu'on a mis dans quelle boîte, etc. Tu es obligé d'y retourner, fouiller tes boîtes, etc. pour retrouver... Et l'idée t'est venue comment? Est-ce que tu as toi-même été confronté au problème? Est-ce que tu avais des choses à stocker et tu t'es dit c'est hyper mal foutu comme système et tu t'es dit je vais révolutionner la façon dont on fait ça ou... Tout à fait. En fait, moi j'ai une maison, mais j'ai pas de cave et j'ai un petit grenier. Par contre, j'ai 2 enfants et donc je me suis retrouvé justement avec ce problème, enfin en tout cas quand on avait le premier, tous ces vêtements, toutes ces affaires de bébé qui prennent très vite beaucoup de place. Et donc je me suis tourné évidemment vers des Shurgard ou un Locabox pour louer des petits espaces chez eux, mais c'était très très cher je trouvais par rapport au... Et surtout, tu n'as pas le choix au niveau de la qualité, de la quantité de volume. Oui, soit tu loues trop petit, soit tu loues trop grand, quoi. Oui, et en fait le problème c'est qu'on avait un peu plus qu'un mètre cube et donc on devait louer soit un box de 2 mètres cubes, mais ça c'est beaucoup trop cher et trop grand, soit 1 mètre cube et un peu plus, mais alors on tombait encore avec 2 fois 1 mètre cube et louer 1 mètre cube dans un truc c'est encore plus cher que 2 mètres cubes. Donc, et du coup tu décides de lancer ça. Voilà. Par où tu commences? Alors, la première chose, c'est que j'en ai parlé avec mon ami Baudouin de Trossenberg qui a lancé Startup Factory, parce que il offrait avec son incubateur donc justement un coaching et un encadrement que je n'aurais pas eu si j'avais commencé tout seul. Et je ne voulais pas commencer tout seul parce que je pense que soit on a ça vraiment dans la peau depuis le début et on a déjà un peu d'expérience, soit on veut se lancer, mais alors on va perdre plein de temps à plein de choses peut-être inutiles. Et donc je voulais être encadré pour commencer, en tout cas pour la première fois. Et donc je trouvais que Startup Factory offrait un bon compromis entre les deux. Et donc
Donc la première chose que j'ai faite, c'est j'ai commencé avec l'encadrement. Mais bon, ici on est quand même livré très fort à nous-mêmes, hein, donc on est quand même indépendant. Et donc après, ça a été toute l'étude de marché, la structure de prix. C'est quelque chose de très opérationnel, donc il faut trouver les meilleurs, au début en tout cas, location de camionnettes, trouver un entrepôt, un bon prix, acheter du matériel, communiquer, apprendre à communiquer. Oui, tu as une énorme charge de travail, quoi. Si tu veux il y a une énorme charge de travail, c'est très compliqué. Il y a toujours ce côté compliqué de... Au début, on s'est fait encore beaucoup de choses tout seul, et puis on commence à se faire aider par des stagiaires, et puis on doit chercher un cofondateur parce qu'il faut quelqu'un qui soit un peu plus impliqué qu'un stagiaire. Et donc voilà, finalement l'équipe grandit aussi un peu au fur et à mesure que le projet grandit. Mais c'est vrai que là aujourd'hui on est deux et c'est très difficile de structurer parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent. On doit faire encore tellement de choses à deux Et du coup, comment tu as trouvé ton cofondateur? Parce que tu as démarré tout seul au début. Oui, j'ai démarré tout seul et il t'a rejoint en cours de route? Oui, alors donc ce que j'ai tout simplement fait, c'est j'ai passé une petite annonce, aussi ciblée évidemment, une annonce sur LinkedIn, et alors finalement le plus important c'est faire une annonce dans son réseau propre, parce que l'information est reliée au fur et à mesure, et donc Thomas m'a rejoint il y a 2 mois, que je ne connaissais pas, mais... on a plein de potes en commun. On était censé jouer au squash depuis 6 mois ensemble, mais lui n'était pas encore venu jouer. Donc j'avais même déjà son numéro de téléphone dans mon téléphone à moi. Donc c'était assez marrant. Et donc voilà, le réseau c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc tu l'as trouvé comme ça, mais comment est-ce que tu as su que avec lui, ça allait fonctionner, ça allait marcher? Parce que trouver un cofondateur et savoir que ça va marcher, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident du tout. Et donc ce qu'on a fait au départ, avant que... Donc là, il va signer la semaine prochaine, mais ce qu'on a fait au départ, c'est évidemment faire une espèce de période test pour voir un petit peu justement comment on s'entend, comment est-ce qu'on travaille ensemble, est-ce qu'on est vraiment complémentaires, comme on se l'était dit aux entretiens qu'on avait eus. Donc oui, c'est très compliqué parce que forcément, comme on fait appel au réseau, il y a des amis, il y a des gens qu'on connaît qui viennent forcément taper à la porte. Donc voilà, il faut pouvoir avoir cette distance et se dire, voilà, même si c'est quelqu'un que je connais mieux que Thomas, mais par contre, il y avait plus de complémentarité avec... Et tu dois aussi te mettre d'accord au niveau de la vision, de où on va, ce qu'on veut accomplir avec le projet. Oui, c'est ça. Et ça, au début, ça prend évidemment beaucoup de temps, beaucoup de longues discussions et pour voir si on est effectivement dans la même ligne, même si le cofondateur, finalement, il arrive dans un projet qui est déjà lancé, qui est déjà relativement mature. Donc, quelque part, il se calque assez bien sur ce qui est déjà en ligne. Maintenant, il apporte sa patte et il apporte son dynamisme et sa vision. Et donc, c'est aussi bénéfique parce que ça permet d'avancer, ça permet de faire d'autres choses. Et du coup, vous êtes complémentaires. Qui a quel rôle au sein de la boîte? Alors, moi, j'ai repris tout ce qui est sales, opération, logistique. Et lui a repris tout ce qui est marketing, IT et finance, principalement. Le RH, on le fait pour le moment en fonction de nos besoins. Enfin, moi, je passe les interviews pour ce qui me concerne, lui pour ce qui le concerne. Et alors, tout ce qui est stratégie, et je vais dire administration, donc tout ce qui est juridique, comptable, ce genre de choses, on se partage. Même si aujourd'hui, de toute façon, ça c'est des tâches qu'on s'est attribuées, mais lui fait de la logistique, je fais de la communication, il fait du sales et je fais... Ouais, c'est ça. La frontière n'est pas nette. Pas à ce stade-ci parce qu'on doit connaître toute la boîte. Donc je dois savoir comment fonctionne un Google Ads et lui doit savoir vendre le produit ou savoir comment stocker quelque chose dans l'entrepôt. Donc, Et donc, au tout début, quand tu décides de te lancer, tu rentres dans Startup Factory, etc., c'est toi qui t'occupais du stockage, etc. Aujourd'hui, on opère tout encore à 2, mais oui, je faisais tout, absolument tout. Et tu n'as pas lancé ça, donc tu l'as dit, tu as 2 enfants, tu n'as pas lancé ça à la fin de tes études ou pendant tes études. Tu as toute une expérience avant d'avoir fait ça. C'est presque un regret en fait, parce que gérer une start-up et une famille, c'est beaucoup de travail des deux côtés.
Et c'est vrai que parfois l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver, parce que c'est vrai que la start-up demande beaucoup d'énergie. Et donc on a envie, de toute façon voilà, aujourd'hui ça ne génère pas encore de salaire ou de rentrée financière, donc on a envie aussi de se donner énormément de temps et d'énergie pour lancer et que cette société puisse se lancer au plus vite, pour justement à un moment un peu ralentir quand même, mais au moins avoir un salaire qui tombe et pouvoir vivre et être plus relax quoi. Et comment est-ce que, parce que qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer? Alors moi j'ai travaillé pendant 5 ans dans le monde des assurances, transport et maritime. Ensuite j'ai travaillé comme consultant chez GSK et chez Caterpillar Logistics. Et puis j'ai fait encore 2 ans dans une petite boîte en tant que sales. Donc tu as quand même une bonne expérience en tant qu'employé. Comment est-ce que tu t'es décidé à te dire j'arrête tout, je lance ma start-up? Comment est-ce que tu as osé faire le pas? Ben en fait, c'est tout simplement en faisant un peu d'introspection. J'étais au départ très fort attiré par les grosses boîtes, les salaires confortables, une Audi minimum, comme voiture de société, etc. Il y avait toujours ce côté très quelque part facile, parce que voilà, on donne un peu ses exigences et c'est comme si on recevait tout en cadeau là. Mais par contre, au day-to-day, je m'ennuyais comme un rat mort. Je détestais cette hiérarchie hyper statique avec je ne sais pas combien de chefs au-dessus de moi, rien qu'en Belgique. Et puis après, il y avait, comme c'était des groupes internationaux, il devait y avoir encore, je ne sais pas avoir combien de directeurs au-dessus. Donc bouger quelque chose là-dedans, très compliqué. Je crois que j'étais typiquement un de ces employés cadres qui font du brown-out, pas du burn-out, mais vraiment, voilà. Je ne voyais pas la signification. Est-ce que c'était un bullshit job? Ouais, à peu près. Ouais. En tout cas, certains, oui. Pas tous, mais je sais que chez Caterpillar, je me suis rarement autant ennuyé que chez Caterpillar, je crois. Alors qu'en plus, chez eux, j'arrêtais pas de recevoir des bonus et des nouvelles voitures et je sais pas tout quoi, alors que je foutais rien, quoi. J'avais rien à faire. Je faisais mes albums photos, quoi, pour te dire. Donc, Mais du coup, c'est pas hyper gratifiant, quoi. Tu dis, non, pas du tout. Au niveau personnel, tu grandis pas, tu n'évolues pas, non, etc. Et donc le moral sombre, etc. Enfin, c'est très compliqué en fait de gérer ce genre de truc. Alors que finalement, on doit paraître occupé parce qu'on n'a pas non plus envie de se faire virer. Donc, voilà, tu dois faire semblant, ça doit être hyper désagréable, quoi. C'est vraiment désagréable. Puis voilà, c'est pas du tout gratifiant. Pas une seconde, quoi. Donc voilà, donc à ce moment-là était venue cette idée déjà, ça fait longtemps que je pense à des idées comme ça, déjà, tout simplement, sans mettre ça vraiment en pratique, mais il y avait vraiment un peu ce réflexe à ce moment-là, c'est-à-dire bon, là il faut que je sorte d'ici, et comme ça fait chez GSK aussi, je m'étais pas vraiment senti très valorisé. Je m'étais dit bon là il faut que je crée mon truc. Ou que je rachète quelque chose, ça c'est... Que tu fasses quelque chose qui t'est propre et que tu puisses mettre les mains dans le cambouis et vraiment développer quelque chose, quoi. Se sentir utile à quelque chose, tout simplement. Et finalement, peu importe le salaire, peu importe... parce que quoi qu'on fasse à ce moment-là, de un, soit on est heureux et on a quand même un peu d'argent pour vivre, mais au moins on est heureux. Et si en plus on est heureux et qu'on travaille bien et qu'on fait les choses comme il faut et que en plus ça rapporte un peu plus d'argent, c'est que du bonus. Mais la première chose que je voulais, c'était me sentir heureux et me sentir utile. Oui, ça dépend de ce que tu recherches, quoi. Être confortable, mais t'ennuyer dans ton travail, ou être dans une position un peu moins confort, mais au moins tu fais quelque chose qui a du sens. Et puis je crois qu'il faut être d'un naturel très optimiste quand on se lance, et donc c'est ce que je suis optimiste, et je sais que voilà, c'est un peu difficile, et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on met aussi un peu sa famille en... voilà, on part pas en vacances pendant 1 an ou 2, on fait un peu attention aux dépenses, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça impose aux autres de devoir un petit peu aussi se serrer la ceinture. Mais je suis tellement convaincu que ça va marcher et que je fais tout pour que ça marche, que voilà, ça va aller, quoi. Et ils t'ont soutenu dès le début, ton entourage? L'entourage me soutient. Les enfants sont très petits, donc c'est pas encore, voilà, ils comprennent pas trop. Mais ma femme me soutient, ma famille me soutient, mes amis. Il y a
beaucoup, je trouve qu'il y a de la communication aussi qui se fait énormément sur les entrepreneurs en règle générale. Le monde de l'entrepreneuriat est de plus en plus valorisé. Et donc, il y a aussi ce côté-là, on sent ça au sein des amis, des réseaux, des gens qu'on rencontre. Ah, waouh, vous lancez une boîte, génial, ça me tente, etc. Enfin, il y a beaucoup d'intérêt. Oui, c'est de plus en plus valorisé. Et tu vois, même dans le paysage, il y a de plus en plus d'incubateurs, de structures comme Costation qui émergent, etc. Tout à fait, ouais. C'est top. Tout à fait, c'est très bénéfique, je pense, et pour l'emploi, et pour tout simplement le développement personnel. De pouvoir lancer sa boîte et se bouger un peu. Je crois que certaines personnes... Justement, niveau développement personnel, quand tu t'es lancé, tu avais toutes les compétences nécessaires ou tu as dû apprendre en chemin et aller chercher ce dont tu avais besoin? Enfin, t'apprends de toute façon tous les jours. Oui, ça c'est sûr, mais c'est autre chose que, par exemple, au tout début, quand j'ai commencé à travailler dans les assurances, j'étais chez AXA, dans une grosse boîte. Et là, on avait tous, c'était comme une fourmilière, mais vraiment tout le monde avait sa petite case. Et donc, alors au début, tu apprends parce que voilà, tu es junior, mais après un an, tu as fait le tour, quoi. Mais c'est difficile de passer à l'autre case parce que l'autre case, il y a d'autres fourmis qui travaillent. Et donc, je détestais cette idée-là d'être une fourmi, d'être là. Parmi ce nombre d'employés qui pouvaient, comme on l'entend tous les jours, se faire virer du jour au lendemain pour une restructuration. C'est ça. Ne pas avoir la main sur... Au final, il y en a beaucoup qui disent oui, là c'est de la sécurité de l'emploi, etc. Mais comme tu le dis, tu n'es pas en contrôle. Non, tu n'as aucun contrôle. Bah, ici, un peu, on n'en a pas vraiment non plus, mais c'est toi qui, quand même... C'est ton business, c'est ton business. Si tu foires, il y a peut-être une raison et tu apprendras de ton erreur et tu recommenceras. Et voilà. Mais pour répondre à la première question, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Je ne connais rien à Google Analytics. Je ne suis pas fort en marketing. Je ne suis pas très bon en finance. C'est des choses il faut mettre la main dans le cambouis et je ne suis peut-être pas expert aujourd'hui, mais en tout cas je comprends déjà beaucoup plus de choses. Faut pas s'arrêter au fait de dire j'ai pas les compétences, du coup. Mais ça, je crois que c'est un réflexe de quelqu'un qui serait employé depuis longtemps dans une branche et qui a l'impression qu'il ne sait plus faire que ça. Mais on n'est pas né assureur, au courtier, au comptable, ou que sais-je moi. C'est ça, tu apprends d'office quelque chose au bout d'un temps. D'office, il suffit de se plonger dedans. Et je ne connaissais rien au monde du self-storage, je ne connaissais rien. Maintenant, voilà, j'en connais un peu plus. Mais, Et justement, comment tu as fait au début pour trouver les entrepôts, trouver les lieux de stockage, les camionnettes, etc. Tu as pris ton téléphone et tu as passé du coup de fil. C'est sûr que si on est timide, introverti et n'osant pas parler à un premier inconnu qui passe, ça ne va pas le faire. Mais si on a un tout petit peu de ça, faut pas beaucoup, il faut juste un tout petit peu, on y va et ce petit peu va devenir beaucoup à la fin parce que finalement ça devient une routine et c'est un muscle qui se développe, c'est l'audace. Tout à fait, et on est tous timides au départ, on a tous peur au départ de devoir, boum, sur un coup de tête, devoir les pitcher devant 30 personnes, 200 personnes, parce que tout à coup on te demande, tiens, on vient de libre, ça m'est encore arrivé il y a 2 mois, il y a 5 minutes de libre, là il faut que tu remplisses le vide, viens parler de Nestor. Et ben hop, on y va et on réfléchit plus, quoi. Alors que... Donc là, c'est génial parce que tu fais connaître ton projet et il y a peut-être des gens dans la salle qui vont être intéressés par ce que tu fais. Bien sûr. Donc c'est une top opportunité. Bien sûr, oui. Donc, et il faut y aller, quoi. Enfin, en fait, on est dans un système où on réfléchit plus, quoi. On y va, on fonce, quoi. Et puis on se pose même plus la question, quoi, à un moment donné. Tu as dit que tu regrettais de ne pas avoir entrepris pendant tes études. Pourquoi tu l'as pas fait à ce moment-là? Je pense qu'il y a un moment où, c'était il y a, l'air de rien, quand même une bonne quinzaine d'années maintenant. Et donc l'entrepreneuriat n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, Internet n'était pas ce qu'il c'était aujourd'hui. Voilà, il y a énormément de choses qui aujourd'hui sont tellement plus faciles et ce sera encore plus facile dans 10 ans, mais j'espère. C'est jamais facile d'entreprendre, mais les outils, outils sont là. Ou les aides qui peuvent être apportées commencent à arriver. Donc voilà, c'est aussi des choses, parfois dans le cycle de la vie, j'ai envie de dire, on est plus tenté, en tout cas ici en Europe et en Belgique, à d'abord prendre de l'expérience dans une boîte. J'aurais dû juste le faire plus tôt, quoi.
Je crois que c'est pas mauvais de faire un peu de société, voir un peu comment ça tourne dans la vraie vie, et puis de se lancer. Mais je trouve ça très bien, les étudiants entrepreneurs, ceux qui se lancent directement. Finalement, c'est un peu comme je disais, on n'est pas né, peu importe les études qu'on a fait, on n'est pas né ingénieur ou juriste. Et si au cours des années de droit, on se dit, ah ben tiens, moi ce que j'aimerais, c'est lancer une nouvelle société qui va faire des tables de ping-pong dans une nouvelle matière, eh ben allons-y, faisons-le, quoi. Pourquoi pas. D'un autre côté, je pense que c'est pas mauvais d'avoir un peu d'expérience, pas trop non plus, parce que sinon tu es dans une cage dorée, etc. Mais avoir un peu d'expérience et connaître ton marché pour ensuite lancer ta propre boîte, je pense que c'est intéressant. Mais j'étais dans le monde de l'assurance et de la logistique, je connaissais rien en self-storage. Donc voilà. Oui, ça dépend de ce que tu fais après, quoi. Je pense que c'est aussi aujourd'hui, quand tu rentres dans ce monde d'entrepreneuriat, finalement tu apprends. Bon, si tu restes seul dans ton garage, c'est différent que si tu te mets dans un incubateur. Mais prenons ceux au sein d'un incubateur, ils rentrent ici. C'est que moi, je viens ici tous les jours à CoStation. C'est comme si je venais au bureau. Il n'y a que des entrepreneurs, il n'y a que des sociétés autour de moi. Et donc, finalement, même si on vient de sortir des études ou on est encore aux études, c'est un peu comme si on était au bureau. On fait des réunions, on apprend. Ben oui, au début. On dit tous des conneries au début. On dit, voilà, et on prend les rendez-vous, on perd un peu de temps à certaines choses. Bah oui, on apprend, voilà, c'est pas grave. Tu dirais quoi à un étudiant? Moi, je suis dans ce cas-là, mais quelqu'un qui veut se lancer, qui veut entreprendre, mais qui n'a pas d'idée. Eh bien, il existe, je ne veux pas faire sa pub là comme ça, mais Startup Factory, par exemple, travaille avec des corporates et ils sont tout le temps à la recherche d'entrepreneurs. Qui n'ont pas d'idées spécialement, mais qui ont envie d'entreprendre. Aussi ceux qui ont des idées, mais voilà, il y a des projets ici qui n'attendent que ça d'avoir un entrepreneur. Et donc voilà, il y a des incubateurs comme Startup Factory, mais il y en a d'autres, qui ont un modèle sur lequel ils peuvent venir... tu peux te greffer à une idée, quoi. C'est génial, ça, je ne connaissais pas. Tout à fait. Et donc, comment est-ce que tu as fait pour tester ton produit? Parce que tu dois forcément le tester à un moment ou à un autre. Alors, tester pour savoir s'il y a une demande. Au fait, il y a un modèle ici chez Startup Factory, c'est d'abord tu vends, ensuite tu développes. Donc, on fait l'inverse, parce que souvent, quand on veut développer, quand on a son idée, ça c'est pour ceux qui sont en train de développer leur idée là dans leur garage, souvent on va passer des journées, des heures, peut-être des mois sur des trucs qui sont absolument pas intéressants ou prioritaire, juste qu'on a l'impression qu'on a besoin d'avoir un produit fini, nickel, hyper léché, mais qui n'a pas encore été testé. Et donc on a passé des semaines et des mois à faire quelque chose, et au moment où vous allez le tester sur le marché, en fait ça ne correspond pas du tout, parce que en fait, il y a telle ou telle chose qui ne fit pas. Donc ce qu'on fait, ce qu'on nous apprend ici, surtout, c'est d'abord on vend, et puis on verra ce qu'il faut faire. Alors on arrive avec une idée, on arrive avec quelque chose. Moi au tout début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bêtement été mettre des affiches box à louer un peu partout en ville, voir si les gens t'appelaient. Si les gens m'appelaient. Et voilà, je leur proposais des prix. Et alors à chaque client, je lui donnais un prix différent, et je voyais un peu ce que ça donnait. Je restais quand même toujours dans une gamme de prix raisonnable, mais voilà, parfois beaucoup plus cher, parfois moins cher, et donc je voyais un peu... Tu vas à tâtons, quoi. Oui, bien sûr. Et puis alors, au début, voilà, évidemment, on structure tout ça, voilà, il y a quand même un peu d'analyse et de travail là derrière sans le mettre sur le marché. Mais après un moment, voilà, on voit un peu comment... Une fois qu'on commence à proposer la solution, on va chez un premier client, on voit comment ça mord, on discute avec le client. Il faut le rassurer aussi, parce qu'au final, tu es un inconnu qui arrive chez lui, tu prends ses affaires. Il confie ses affaires, et en plus, nous, on ne fait rien signer. Donc le mec, il nous donne ses affaires. Oui, c'est ça, il faut les rassurer, quoi. Il faut les rassurer, mais ça marche bien. En tout cas, à ce stade-ci, on n'a jamais eu de problème. On se couvre avec des assurances, etc., évidemment. Mais bien sûr. On n'a pas de souci à ce que le client nous donne ses affaires, parfois des affaires qui valent un peu d'argent, soit au-delà de ça, surtout la valeur sentimentale, ce qui est encore plus important que la valeur pécuniaire. Et donc voilà, il y a du test qui se fait tout le temps, et on teste
Même ce qui se teste beaucoup, c'est finalement aussi sur Google ou sur Facebook, c'est tester les campagnes de pub, et c'est là aussi où on voit comment ça mord. Ouais. Et du coup, donc tu as d'abord été sur le marché pour tester ton produit avant de le développer. Ouais. Mais si quelqu'un t'appelle et dit OK, je veux acheter ton produit mais qu'il n'est pas prêt, c'est pas grave. Comment tu réagis? Il n'est pas encore prêt, ou dans mon cas, désolé, le stock est plein. Ah, ok. Il y a toujours une parade, mais le stock est plein, mais par contre, il sera libre dans un mois. Ok. Même si c'est pas vrai. Ouais. C'est arrivé parce que mon premier stock était plein, et j'avais pas encore mon deuxième. Et ben, j'ai dû refuser des gens parce que. Ouais, mais au final, c'est plutôt bon signe. Si tu dois refuser des gens et que tu as trop de demandes, c'est plutôt bon bien, quoi. C'est bon signe, mais on râle parce que finalement, on aurait pu avoir quelques clients en plus. Mais ils reviennent en général ou ils vont. Pas dans mon cas, parce que dans mon cas, c'est vraiment un besoin périodique. Là, ils ont besoin de stocker leur truc, pas dans 6 mois, parce que dans 6 mois, ils auront déjà déménagé. Donc c'est maintenant qu'ils ont besoin de stocker, et donc voilà, c'est plutôt quelque chose d'assez ponctuel. Mais par contre, une fois qu'ils stockent, c'est des gens qui restent très très longtemps. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, tu résous un problème, mais je sais pas s'il y en a qui écoutent, qui ont déjà dû utiliser SureGuard ou quoi, mais c'est horrible à utiliser, quoi. C'est hyper compliqué, c'est pas les mêmes prix où on va, en fonction de l'entrepôt où on va. On peut payer du simple au double, tout simplement, un même cubage chez SureGuard, en fonction de l'entrepôt où on est. Il faut aller soi-même, il faut louer une camionnette, enfin bref, c'est... Eux, tu gênes clairement leur business model. Est-ce qu'ils sont venus essayer de te mettre des bâtons dans les roues? Non, pas ça dessus, puisqu'on est beaucoup trop petits. Okay. Eux sont de loin les plus gros en Europe aujourd'hui. Mais ils fonctionnent sur un business model différent, c'est-à-dire que eux sont les investisseurs immobiliers, donc ils optimisent le revenu immobilier en fonction de l'endroit où ils ont acheté leur immeuble et construit leur immeuble. Alors que nous, on est beaucoup plus flexible, parce que si par exemple demain je devais avoir un énorme client, moi, je sais pas moi, qui me demanderait d'un coup de stocker, je dis n'importe quoi, mais 1000 mètres cubes, pas grave, demain je vais chercher un entrepôt et je le dédie à ce client, par exemple. Et donc voilà, j'ai beaucoup plus de flexibilité. T'es beaucoup plus agile. Et beaucoup plus agile qu'un autre comme je regarde, qui lui a ses box fixes et il ne pourra pas faire plus, quoi. On arrive à la question de la fin. Ça, je te libère. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut entreprendre? Parlez-en et entourez-vous. J'entends trop souvent des gens qui ont une idée mais qui ne veulent pas la dire de peur que. Alors c'est peut-être les nouveaux Steve Jobs, peut-être, mais à ce stade-ci c'est trop tôt pour le dire, donc il faut en parler. C'est déjà testé en parler, donc il faut en parler. On ne va pas vous piquer l'idée, on va pas... c'est dans les films que ça se passe, mais non, on ne piquera pas l'idée. Ou alors il faudra que ce soit déjà développé un minimum. Et entourez-vous, c'est vraiment hyper important de ne pas rester dans son coin, de ne pas faire les choses de son côté pensant qu'il faut s'entourer, il faut en parler, il faut aller voir des gens, des experts, des gens qui peuvent vous aider, des incubateurs, des experts dans peu importe la matière, même si ça coûte un peu d'argent, mais il faut le faire, c'est hyper important parce qu'on avance tellement plus vite. Okay. Si j'ai des choses à stocker, que je veux utiliser ton service, où est-ce que je vais? Nestor.co, donc Nestor c'est Nestore.co, et donc là il suffit d'envoyer un mail avec, pour le moment en tout cas le site est en progression, mais bientôt on pourra tout faire s'inscrire et tout faire en digital, mais pour le moment il suffit de se mettre sur le mail, envoyer un petit mail avec tout ce qu'on a besoin de stocker, et on fait du stockage pour étudiants. On a une promotion spéciale pour les étudiants qui stockent entre juin et septembre lorsqu'ils doivent changer de cote. Ok, super. Donc voilà. Ok, super. Merci Christophe. Merci Tancred.